qu'on a mis des gens au banc de la société, qu'on les a rendus fous, parce qu'il y a des gens qu'on a rendus fous, littéralement, qu'on a pris des décisions folles, je le redis, désinfecter des plages, et que ces gens-là, sur les réseaux et autres, et même dans la rue, ont été les chiens de garde, les cerbères de ces mesures dingues. Et j'espère que ces gens-là, parce qu'ils parlent plus, avant ils étaient là à sortir, à plastronner, je les voyais dans les commentaires, j'espère que ces gens-là ont bien honte. Bonjour à tous, bienvenue sur Impact, le podcast de ceux qui agissent. Aujourd'hui, on a un super invité parce que justement, en termes d'engagement, on peut difficilement en faire mieux. Pierre Gentillet, on a le plaisir de te recevoir. Alors Pierre Gentillet, il est avocat, c'est une figure marquante du débat public. Vous pouvez le voir régulièrement sur les différentes chaînes d'actualité notamment. Et Pierre, il a commencé très jeune en tant que militant politique à l'Uni au début, puis comme cofondateur de la Cocarde étudiante, avant de devenir avocat. Enfin, il s'est distingué dans la défense des libertés fondamentales au moment de la crise du Covid-19 notamment, et on va y revenir parce que ça a été une période assez marquante, je crois, dans ton parcours. Et enfin, en 2014, il s'est engagé comme candidat lors des législatives, comment on appelle ça, anticipées, c'est ça ? Oui, précipité. Précipité, on va dire. Voilà. Bon, parfait. Sous l'étiquette RN. Et voilà, moi, si je voulais que Pierre vienne nous voir, c'est parce que justement, il a un parcours très atypique. Mais la force, en tout cas, le dénominateur commun de son parcours, c'est sa conviction que ce qu'il défend est juste et sa force d'engagement. Donc Pierre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour cette présentation et merci pour cette invitation. Bon écoute Pierre, on va commencer par le commencement. Si tu pouvais nous raconter un petit peu tes débuts en tant que jeune militant, en tant qu'étudiant, et puis ce qui t'a poussé à cofonder la Cocarde étudiante qui maintenant est connue de beaucoup. Mais oui, on va bientôt fêter les 10 ans. Magnifique, félicitations. Oui, parce que la Cocarde aura 10 ans en 2025, puisque c'est en 2015 que nous avons, avec un petit groupe d'amis, fondé effectivement ce mouvement qui a eu plusieurs phases. Pourquoi avoir créé ça ? Pourquoi avoir créé la Cocarde ? Parce qu'il y avait déjà l'Uni, on peut se dire. Justement. Il y avait Samuel Lafont, il y a pas mal de personnalités qui sont passées. Julien Rochdy aussi, je crois, y était. Il me semble qu'il a même fait justement, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a eu une scission juste avant le moment où je m'engage à l'Uni. C'était l'Uni SU pour les plus vieux. Et justement, c'était parce qu'il y avait un certain nombre de militants unis qui ne comprenaient pas que, ou plutôt ont compris que l'Uni était trop dépendant d'un parti politique qui était l'UMP. D'accord. Moi, je me suis engagé à l'Uni en 2011 quand j'arrive à Paris. Je rejoins l'Uni dans ma faculté à Paris 1. Puis après, je militais. Je vais rencontrer des gens avec lesquels, d'ailleurs, j'ai noué des amitiés. J'ai conservé des amitiés encore aujourd'hui. Par exemple, une de mes premières rencontres, c'était Sarah Knafo. Voilà. Et je reste milité à l'Uni pendant plusieurs années, jusqu'en 2014 à peu près. Et j'ai été responsable pour ma faculté, pour Paris 1, puisque j'étais étudiant en droit à ce moment-là. Et effectivement, l'Uni, j'ai gardé de très bons souvenirs. J'ai rencontré des personnalités attachantes, agréables. Il y avait un esprit de camaraderie. Mais j'ai constaté aussi les carences, les écueils, les carences dans la période politique qui s'ouvrait, c'est-à-dire l'après-Sarkozy. Et l'après-Sarkozy, c'est-à-dire l'après 2012. À l'époque, j'ai milité épisodiquement, enfin un petit peu, quelques années quand même à l'UMP, avec Thierry Mariani notamment, à la droite populaire. Et j'ai eu je ne sais pas si c'est une obsession, mais en tout cas une ambition qui était de faire sauter ce cordon sanitaire qui, de fait, aujourd'hui n'existe plus. Et qui tue la France, en fait, parce que c'est lui... Et la droite, qui a tué la France. Oui, et la droite, parce que la droite s'interdisait, en fait, de discuter entre eux, là où la gauche n'avait aucun scrupule. Absolument. Depuis les années 80, en réalité, renforcé encore plus dans les années 90 et culminant en 2002 avec le second tour Jean-Marie Le Pen-Chirac, la droite, alors ce terme n'est pas accepté d'ailleurs par le Rassemblement national, mais peu importe, le camp national était fragmenté. Voilà. Et mon combat à ma petite échelle, c'était de me battre contre cette fragmentation pour réaliser l'unité. Moi, mon constat en 2011-2012, après la défaite de Sarkozy, c'est que nous allons arriver à un système tripartite. Et c'est dans cet esprit qu'on fonde la Cocarde étudiante. C'est-à-dire que l'idée est la suivante.
nous avons un spectre politique. Il faut bien comprendre, faut essayer de se mettre dans le rétroviseur, de se dire qu'est-ce que c'est le contexte en 2015. Vous voyez, en 2015, François Hollande est président de la République, il fait aux alentours de 20-25%. La droite est sûre de revenir dans les intentions de vote, mais le RN monte et Mélenchon est en train de s'affirmer progressivement comme une gauche alternative. Et ma conviction a toujours été que nous allons arriver, et nous y sommes aujourd'hui, dans un système tripartite. C'est-à-dire avec une gauche qui est dominée par la radicalité, on peut le dire, par l'extrême gauche. C'est Mélenchon aujourd'hui le leader moral de la gauche. C'est pas François Hollande. C'est vous dire c'est plus le PS, c'est LFI. Exactement. C'est le poids lourd, c'est LFI. Donc gauche, bloc de gauche, avec comme leader le LFI. Absolument. Un bloc central qui serait la réunion. C'est ce que Florian Philippot avait appelé l'UMPS à l'époque. Il avait tout à fait raison. C'est-à-dire les sociaux-libéraux, c'est-à-dire le centre-gauche et le centre-droit. Voilà. Et dans le centre-droit, il y avait personnellement tout ce que je n'aimais pas, c'est-à-dire toute cette droite d'argent qui avait sacrifié l'impératif migratoire au nom d'un impératif de marché, qui en plus ne nous a pas particulièrement enrichis, si vous voulez. Ces gens ont continué à creuser la dette. Donc ce camp politique s'est réuni en 2017 derrière Emmanuel Macron. Alors évidemment, quand je pense ça en 2015, c'est plutôt que je vois une cohérence idéologique. Et enfin, très naturellement, un autre espace, si on peut dire à droite, je sais que c'est contesté, mais peu importe, en tout cas dans un camp national, et c'était pour moi la force d'avenir. Et donc l'UNI là-dessus, en refusant de s'adresser très largement à tout le camp national, puisque l'UNI faisait intervenir et recevait des subventions, d'ailleurs à l'époque, notamment de Jean-François Copé, donc de personnalités de l'UMP, refusait en revanche, par exemple, de s'adresser évidemment à Marine Le Pen, évidemment même à Marion Maréchal, à tout un nombre de personnalités, un spectre large en fait. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle dépendait, et c'est là où on a vu le piège, elle dépendait des subventions de l'UMP. Elle était pieds et poings liés pour tout un tas de raisons avec les dirigeants de ce parti politique. Et puis, je veux dire, tout ça a été très documenté. Je me rappelle même que les délégués nationaux de l'UNI étaient membres de droit du Conseil national de l'UMP. Donc tout ça a été très imbriqué. Et limite, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'être lié uniquement à une seule partie du spectre politique que nous entendons recouvrir largement. Et donc, en 2015... l'idée étant maturée depuis un certain temps, et je m'étais éloigné de l'UNI depuis 2014, et constatant ce désaccord stratégique, mais aussi un désaccord de fond, je tiens à le dire aussi, parce que le désaccord de fond, c'est que l'UNI, si vous voulez, philosophiquement, moi je ne suis pas un libéral. Je ne suis pas un libéral. L'UNI est libéral. Bon. Très bien, on a le droit de l'être. Moi, je considérais justement qu'il manquait un espace politique sur le plan étudiant, même de manière générale. Et c'est la raison pour laquelle, pour ces questions stratégiques, pour anticiper la tripartisation, et je le dis de fait nous ici aujourd'hui, pour s'adresser largement, eh bien, en 2015, nous fondons la Cocarde étudiante. Et à l'occasion de cette fondation, nous avons eu la validation par le directeur du RN qui était à l'époque, enfin FN qui était à l'époque Gaëtan Dussaucé, Alexandre Loubet qui était à l'époque ADLF, qui était le président de Jeunes DLF, et moi qui étais le président des jeunes de la droite populaire, mais qui était évidemment aussi complètement à l'initiative dans la cocarde étudiante. Et donc nous avons opéré cette réunion, et nous avons lancé ce syndicat, et ce lancement qui au départ avait été... C'est l'union de la droite avant l'heure finalement. Mais c'est génial. Oui, c'était un peu ça. Mais c'était l'idée, d'être précurseur là-dessus. Et nous avons d'ailleurs été encouragés. Totalement même. Nous avons été encouragés là-dessus. Je tiens à le dire d'ailleurs, par des anciens, par des gens de CV Liberté. J'ai vu qu'il y a une justement dans la coac là. Je crois que c'était cette année où on voit Stanislas Rigaud. Enfin, chaque représentant de chaque parti. Bien sûr. Et Pierre Romain Thionnet qui était à la cocarde étudiante, alors qui est arrivé pas dès 2015, mais qui est arrivé peut-être un an après, et qui a été une personnalité marquante de la cocarde étudiante, qui a été secrétaire général de la cocarde étudiante pendant plusieurs années, je crois, et qui au demeurant, je dis, c'est une bande d'amis, et c'était aujourd'hui, il est député européen et directeur du RNJ, et c'est une bande d'amis, donc c'est aussi un ami proche. Donc voilà, tout ça, c'est une aventure humaine, mais qui commence sur ce constat-là, à ce moment-là, sur ces années décisives, et quelque part, vous voyez, l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, j'ai une anecdote là-dessus. Moi, je l'ai bien accueilli. Enfin, je l'ai bien accueilli.
pas le fait qu'il soit président, mais le fait qu'Emmanuel Macron ait clarifié l'espace politique, parce qu'il avait enfin trouvé au centre on avait un leader au centre et on avait la réunion du centre-gauche et du centre-droit. Si vous voulez, c'est-à-dire de la droite qui trahit la vraie droite et de la gauche qui trahit la vraie gauche. Voilà, c'est ça ce qui s'était passé. Et je me souviens très bien avoir assisté à une conférence de Patrick Buisson à l'époque, justement sur cette grande clarification, et qui terminait sa conférence, c'était aux Éveilleurs, et qui disait « Mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous de la grande clarification politique que nous apporte Emmanuel Macron, parce que des perspectives pour l'avenir, et on le voit, on le vit, regardez, regardez les scores que le camp national fait, regardez, on parlera après des législatives, regardez, je sais qu'il y a eu des déceptions, mais regardez tout de même où nous en sommes aujourd'hui. Je veux dire, si on compte les ciotistes, il y a plus de 140 députés qu'on peut considérer qu'ils font partie du camp national, et tout ne se joue pas qu'à l'Assemblée nationale, bien sûr. Donc, les choses ont considérablement évolué et vont dans le bon sens. Donc toi, aujourd'hui, le pari que tu as pris à l'époque avec la cocarde étudiante, pour toi, c'est un pari gagnant et visionnaire, parce qu'aujourd'hui, se réalise dans les urnes, en tout cas à l'Assemblée, cette fameuse union que tu avais appelée et vue de tes voeux à l'époque, en fait. On avait été un petit groupe, effectivement, à avoir fait ce constat à l'époque. Je mets d'ailleurs, je m'empresse de le dire, parce que ce constat, on y pensait depuis 2011. Et avec Sarah, notamment avec Sarah Knafo, on avait beaucoup discuté de ça bien en amont, même si aujourd'hui on est dans des chapelles différentes, ça ne nous empêche pas de nous parler, mais c'est ça l'intelligence, en fait, c'est d'être, comme tu dis, dans des chapelles différentes, mais dans l'intérêt supérieur de la nation, de pouvoir discuter, se voir, échanger, et s'unir sur des décisions importantes à l'Assemblée ou autre, d'ailleurs. Bien sûr, tout à fait. Ça s'appelle l'intelligence, quoi. C'est ce que n'a pas fait la droite pendant des années. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce réalise devant nous cette grande tripartisation, cette grande clarification. Et je peux dire qu'effectivement, je me sens bien aujourd'hui dans un grand groupement politique qui comprend des personnalités comme Marion Maréchal, qui comprend Éric Ciotti, qui comprend des jeunes pousses montantes comme Guillaume Carayon, et puis évidemment tout le Rassemblement national, Marine Le Pen, Jordan, etc. Donc, enfin, j'ai envie de vous dire, à la différence de l'UMP, où on était vraiment dans des chapelles, et entre la droite populaire de Thierry Mariani et je ne sais plus quel était le mouvement de Bruno Le Maire ou de Laurent Wauquiez, il n'y avait pas de compatibilité réelle en réalité. Et tout ce que j'ai essayé de faire, c'était de faire en sorte justement que cette clarification, elle puisse un jour advenir. J'ai été un des militants avec plein d'autres de cette clarification. Je suis content qu'elle soit intervenue maintenant. Donc, si je veux poursuivre un instant, si tu me le permets, c'est que peut-être faut-il voir un coup plus loin, c'est-à-dire que j'avais dit qu'il y aurait une tripartisation. Aujourd'hui, moi, mon sentiment, si tu veux, c'est plutôt qu'on va maintenant aller vers une bipartition, en fait, de l'espace politique. Je l'ai vu en campagne et je le pressens maintenant et j'y réfléchis un peu. On pouvait se dire, en 2011, et on se le dit aujourd'hui, il y a 3 camps, un bloc central, un bloc de gauche, un vrai bloc de gauche, et un bloc national, pour parler poliment. Eh bien, je pense de plus en plus qu'au vu de la démographie, au vu de la manière dont la situation économique se tend, au vu des crispations identitaires de ce pays, je pense que le bloc central, j'ai oublié le nom de celui qui a été retrouvé ce terme, mais ce qu'on appelle le bloc bourgeois, va progressivement fondre, se scinder, et pour une large part, ces gens vont être amenés à faire un choix. Parce que je pense qu'à un moment, il ne restera plus que nous et le bloc de gauche, pour des raisons démographiques et pour des raisons économiques. Et je pense que ça va arriver plus tôt que prévu. Ça ne va pas arriver dans 10 ans, ça peut arriver dans 5 ans. C'est-à-dire que, oui, effectivement, cette élite bourgeoise, aujourd'hui, qui, je sais pas, comment je dirais... par habitude de naviguer au sein des différents organes par rapport aux intérêts qu'ils peuvent avoir personnels, vont s'orienter de plus en plus, vont être obligés de s'orienter vers un camp ou l'autre, parce qu'en fait la situation va tellement être tendue qu'à un moment donné ils vont être dans l'obligation de choisir en réalité, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il va y avoir la bascule d'une certaine élite vers le camp national, et qui va permettre de porter en tout cas le coup fatal justement au camp de la destruction de la France, en fait. C'est possible. Il y a un indice là-dessus qu'on peut trouver dans le résultat des élections. Comme beaucoup de personnes, et surtout quand on a été candidat, je m'intéresse beaucoup à la carte électorale. Et quelque chose qui me fait dire aussi que la situation va se bipartiser, se bipolariser si vous préférez,
c'est que quand tu regardes les résultats des élections législatives, qu'est-ce que tu vois ? Il y a un indice très fort de tout ça, c'est-à-dire que les députés Rassemblement National, pour 90-95% d'entre eux, ils ont été plébiscités, ils ont été réélus, c'est-à-dire que, et même parfois pour une partie non négligeable d'entre eux, dès le premier tour. Et à gauche, mais attention, je parle de la gauche dure, la gauche LFI, vous voyez, si tu prends la carte de la Seine-Saint-Denis, je ne sais pas combien il y a de circonscriptions, je crois qu'il y en a 11 ou 12. Elles sont toutes de gauche, évidemment, mais les scores, j'invite tout le monde à aller regarder les scores de gauche, c'est de 50 à 75% c'est fou. Dès le premier tour. Je regardais ça, on en discutait avec un ami de la Cocarde étudiante d'ailleurs, Pierre Charon, qui a été aussi d'ailleurs un des initiateurs, j'en profite pour le rappeler. Et c'est vrai qu'en regardant ces résultats, on se disait, mais en fait, il y a un effet de regroupement, c'est-à-dire que les gens font bloc. C'est ça ce que j'essaie de te dire, c'est-à-dire que la gauche fait vraiment bloc, on le voit dès le premier tour, et c'est aussi pour ça qu'ils sont si radicaux. C'est pour ça qu'un David Guiraud est si dur et si radical et nous attaque si fortement, parce qu'en fait il est sûr de ses appuis, parce qu'il est réélu triomphalement. Et nous aussi nous sommes sûrs de nous-mêmes, mais nous ne sommes pas outranciers, en tout cas je n'ai pas l'impression que nous le soyons. En revanche, et c'est là la différence, c'est que à l'exception de Paris et de Bordeaux, je crois, les députés du bloc central, eux, ils ne sont pas réélus triomphalement. Ah oui, c'est juste. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça ce qui me fait dire qu'on va aller aussi, là, pour des raisons vraiment... Mais ils ont voulu annuler les triangulaires. Il y a eu cette alliance de deuxième tour, un peu, d'ailleurs, hors nature, quoi, complètement. Ah oui, on ne pensait pas, très sincèrement, on anticipe peut-être un peu ce qu'on a dit, mais on ne pensait pas qu'ils allaient, effectivement, que le bloc central, ici, allait aussi facilement se projeter contre nous, mais aussi, quelque part, j'y réfléchis, c'est logique, parce que au moment du second tour, personne ne pouvait penser un seul instant que c'était la gauche qui allait prendre le pouvoir. Tout le monde pensait que c'était nous qui allions arriver aux responsabilités. Et donc, le référendum, c'était un peu pour ou contre nous. Et là, on a vu des alliances de briques et de broc, bien sûr. Du PCF à la France Insoumise jusqu'au MoDem se constituer. Incroyable. Mais c'est peut-être ça aussi, du coup, en fait, c'est des élus du bloc central qui ont été élus un peu à défaut. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de... Et pourtant, aujourd'hui, c'est là où Emmanuel Macron est très fort, c'est qu'aujourd'hui, c'est pourtant eux qui tiennent le pays. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est très juste, et c'est ça qui renforce l'idée qu'on va vers cette bipartition. C'est-à-dire que les élus de gauche, ceux que j'ai cités, vraiment de la vraie gauche, ne sont pas élus par défaut, hein. Ils sont vraiment élus sur leur base, et je le dis assez souvent triomphalement, pour prendre le cas surtout de la banlieue, mais c'est là où ils ont de plus en plus de scores. La gauche, toi par exemple dans mon département, dans le centre de la France, dans les zones rurales, elle s'effondre. Hein. Ah oui. Elle s'effondre, alors même qu'elle a opéré un regroupement. Je donne un exemple, mais par exemple dans ma circonscription, la gauche toute la gauche ne fait que 16%. Elle faisait 2 fois plus il y a quelques années. Oui. 2 fois plus. Parce que je pense que la gauche a laissé tomber, je dirais, la population locale autochtone pour s'adresser à la nouvelle population. Absolument, au nouvel électorat. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont fait ce choix et ils ne sont pas élus par défaut dans les zones que j'ai mentionnées. Et nous, pareil. C'est-à-dire que les députés Rassemblement National ou ceux qui ont été élus, généralement, un député Rassemblement National aujourd'hui, sauf cas particulier de triangulaire, il a fait minimum 42% dès le premier tour. Minimum 42%, vous voyez. Donc c'est quand même un score important. En revanche, du côté du bloc bourgeois, du côté du centre, c'est systématiquement par défaut. Systématiquement par défaut. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ah, c'est intéressant, ouais. Bah, effectivement. Merci pour ça présage quelque chose. Exactement. Bah, merci pour cet éclaircissement. Puis la dernière fois, tu t'étais pas trompé, donc il faut croire que je suis pas. Peut-être que l'avenir te donnera raison. Non, mais c'est intéressant parce que sur Impact, on parle beaucoup de culture, de métapolitique, d'engagement dans l'associatif, l'entrepreneuriat, etc. Et moi, je suis super content parce que Pierre, justement, il apporte des clés de compréhension aussi de du jeu politique qui se joue, parce que il y a beaucoup de gens qui sont déçus de la politique, qui en ont marre, qui vraiment se disent on a beau voter. Ça date d'ailleurs de 2005 avec le référendum sur la Constitution européenne, où tout le monde a été trahi par Sarkozy. Et en fait, les gens en ont marre, objectivement, de la politique, même s'il y en a qui continuent de voter et de s'engager. Et c'est bien aussi de redonner un petit peu de paroles vraies, de paroles justes. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est justement pour comprendre que ce pan-là, la politique, il faut s'y intéresser quand même à minima, parce que si vous ne vous y intéressez pas, eux s'intéressent à vous, et que tout
toutes les conséquences aujourd'hui de votre vie de tous les jours, que ce soit sur votre intégrité physique, on le voit avec l'insécurité, ou que ce soit dans l'enseignement avec malheureusement la décrépitude dans l'école publique en tout cas de l'enseignement, et même jusqu'à la capacité de pouvoir d'achat, de pouvoir subvenir aux besoins de vos proches et de votre famille. En fait, finalement, la politique est constamment présente dans l'environnement, et donc on doit s'y intéresser. Voilà. Et Pierre apporte son analyse là-dessus en tant que, maintenant, depuis longtemps, via le syndicat étudiant, analyste de la vie politique. Je reviens, moi, sur ton parcours, maintenant qu'on a pu faire cette analyse-là de cette recomposition de la vie politique. Moi, je t'ai remarqué au moment de la crise du Covid-19, où je t'ai trouvé particulièrement courageux parce que Dieu sait que les vents étaient contraires. Et Dieu sait que, et ça c'est grâce à ta formation d'avocat, donc d'ailleurs ce serait intéressant de savoir, est-ce que tu es devenu avocat grâce à ton engagement politique, ou est-ce que c'est, où les deux vont de fait ensemble? Ça précède. Je voulais être avocat avant. Tu voulais être avocat avant, mais finalement ça t'a été... Enfin, je me suis... Alors, c'est une bonne question, parce qu'en réalité, non, je m'intéresse au... C'est une très bonne question. Je m'intéresse aux questions politiques depuis que je suis, je pense, tout petit, depuis que j'ai l'âge de regarder le 20h, donc je pense depuis que j'ai 10 ans. Après, je ne pensais pas m'engager dans la bataille politique à 10 ans. Ouais. J'y pensais pas quand je me rasais. Non plus, voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga. Mais en revanche, sur les idées politiques, sur les débats politiques, oui, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. Par moi-même, hein, j'ai pas de famille qui m'a poussé, certainement pas d'ailleurs, au contraire, même plutôt freiné d'ailleurs. Et avocats, ça leur plaisait, enfin, ils étaient d'accord pour ça? Oui. Mes parents n'étaient pas contre le fait que je me dirige dans des études de droit. Et au tout départ, effectivement, de mon choix pour les études de droit, il y avait clairement, à l'issue, l'envie de prêter serment, de devenir avocat, ce que j'ai réussi à devenir. Voilà. Est-ce que tu as ton propre cabinet aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai mon propre cabinet. Oui, tout à fait. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans un grand cabinet français. Et après, j'ai fait mon propre cabinet. Et aujourd'hui, je travaille... je te parle un peu de ce que je fais. Je travaille avec essentiellement des associations. C'est-à-dire que mon métier à moi, c'est le droit des associations, le droit du mécénat. C'est un droit qui est assez méconnu. C'est-à-dire que je crée des organismes de type de fondation, de fonds de dotation, des outils de levée de fonds pour des projets mécénat. Ça peut être le patrimoine, la préservation du patrimoine. Ça peut être dans le domaine culturel, dans le domaine sportif parfois. Je fais aussi parfois le domaine religieux. Enfin, il y a plein de domaines dans lesquels je travaille, le domaine de l'environnement aussi. Et je rédige, je suis vraiment dans le corporate, comme on dit, j'essaie de trouver un autre mot dans la rédaction. Et puis aussi, je suis un peu fiscaliste, puisque, je termine par ça, il arrive parfois, quand vous faites un don à une association, que vous ayez un reçu fiscal. Oui. Il arrive souvent que ce soit l'avocat qui soit derrière pour valider que vous avez bien cette capacité-là. Donc je suis avocat affairiste sur un segment bien particulier, voilà, que j'ai appris grâce à quelqu'un qui m'a formé pendant 3 ans et demi, grâce à un avocat pendant 3 ans et demi qui m'a formé sur ce secteur-là. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, vous voyez. Donc ça n'a pas beaucoup... Je ne suis pas pénaliste. Hein. Ça n'a pas beaucoup à voir avec ce que je fais, mais comme j'enseigne moi, le droit... Trouve que si. En réalité, parce qu'en fait, c'est organiser la rentrée de flux d'argent dans des organisations qui participent, j'imagine. Oui, si, ça, je oui. pense que oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Oui, là, t'as raison. Je pense qu'objectivement, c'est plus que c'est le nerf de la guerre, mais ouais. Non, mais bien sûr, oui, non, mais évidemment, je croise des organismes. Évidemment, je travaille avec des organismes politiques aussi. Mais même comme tu disais, culturel, défense du patrimoine religieux, etc. C'est hyper important. C'est une thématique très très importante. Bien sûr. Mais là où, entre guillemets, où je me suis fait connaître, je pense, c'était sur des thématiques de défense des libertés fondamentales. Et puis après, quand je commentais ces faits divers qui deviennent des faits de société absolument atroces, c'est que j'évoquais toute la défaillance de la chaîne pénale aujourd'hui à laquelle nous assistons. Oui, parce que tu as les clés de compréhension et la formation qui permet aussi... Et parce que je travaille là-dessus. Bah oui. Et parce que je l'enseigne aussi. J'ai une activité d'enseignant. J'enseigne depuis maintenant à la faculté depuis bientôt pas loin de 10 ans. Okay. J'ai commencé très jeune. Et ça aussi, c'est une part de mon activité. Plus mineure, mais à laquelle je suis très attaché. Ouais, mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où tu vas... Enfin, je pense qu'il nous intéresse, c'est le moment où tu vas un petit peu émerger dans le paysage médiatique.
Objectivement, moi, ça m'a. Waouh, je dis, ça fait plaisir de voir des mecs qui y vont, quoi, parce que honnêtement, je remets dans le contexte. Donc, tu fais la cocarde tu navigues un petit peu, voilà, en interne avec tes amis pour réussir à créer ces ponts entre les différentes chapelles de la droite, etc. Arrive donc en parallèle de ça tes études évidemment d'avocat, tes études de droit, et puis arrive cette fameuse crise du Covid-19 avec des atteintes, comment je pourrais dire ça, inimaginables sur les libertés fondamentales. C'est le mot, inimaginable. Personne n'aurait imaginé ça. Orwell peut-être, ou dans un film dystopique, pourquoi pas, mais honnêtement c'était impressionnant. Peu, objectivement, on réagit à ce moment-là, et toi, immédiatement, t'es monté au créneau pour dire mais attendez, là, ça va pas, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Pourquoi tu t'es dit moi j'y vais et j'y vais à fond? Et est-ce que t'as pas eu à un moment donné un peu peur justement de t'afficher parce qu'il y avait une telle pression, voilà, il y avait ce côté un peu bourgeois qui disait ah ben non mais il faut faire comme l'État dit, c'est important, etc. Ah bah ça bien sûr, on a vu à l'occasion de cette crise des comportements humains, je pense, se révéler. Ouais. Et à mon avis, tous les gens qui nous écoutent et qui se souviennent de cette période ont en mémoire comment plutôt nous avons assisté à un moment à des attitudes, qu'il s'agisse de nos gouvernants comme des gouvernés qui se sont improvisés vraiment parfois en petits flics de quartier. Je me souviens très bien à un moment être remonter une rue et ne pas avoir le masque dans la rue, il y avait quasiment personne, et voir un couple de personnes et voir la dame dire mais monsieur, votre masque. Et ça c'est rien encore. Ou à un moment d'être dans une petite gare perdue dans le Cantal, en plein milieu de la nature, et de voir un chef de gare engueuler au loin deux personnes parce qu'elles n'ont pas le masque. Tu vois, donc oui, ça a révélé le pire de l'être humain, je pense, à ce moment-là, franchement. Les gens qui dénonçaient. Je peux te raconter une anecdote qui fera sourire des amis. J'étais avec des amis de la cocarde étudiante. Je vais raconter cette anecdote, je ne l'ai jamais racontée. C'était en plein confinement. On devait être je ne sais plus quand est-ce que c'était. Ça devait être en décembre 2021, quelque chose comme ça. Non, décembre 2020. Enfin, voilà. Et j'avais l'habitude. Je ne sais pas si tu te souviens, on ne pouvait pas se réunir à plus de 6 et on ne pouvait plus circuler après une certaine heure, etc. Oui, il fallait marcher à cloche-pied. Et en fait, moi, j'organisais un peu des dîners clandestins chez moi. Ça a l'air terrible, je parle de ça. J'ai l'impression qu'on est sous l'occupation et que je fais du marché noir. Mais non, pas du tout. Et des amis qui regardent sans doute cette vidéo se souviennent de ce moment-là. Et voilà, on se retrouvait chez moi à 5-6 et en fait, donc entre jeunes, en bonne santé, un moment, sans mettre la musique à fond, rien du tout. Voilà. Mais à l'époque, les prescriptions du gouvernement, c'était on se retrouve pas à plus de 4 et surtout plus de possibilités après 21h, tu sais, sauf attestation. Et bon, on s'en fichait, on se retrouvait chez moi. Attestation auto-signée ou pas, du coup Ça, je sais pas, j'étais pas flic, je contrôlais pas les attestations. Non, mais il y a eu ça, on s'est auto-signé nos propres mots pour sortir de chez soi. Non, on a complètement vrillé, quoi. Et les gens qui se sont soumis à ça, c'est là où incroyable. On voit Enfin bref. Le niveau d'abrutissement et d'asservissement. Mais ces gens-là ne le reconnaîtront pas, en fait. Non. Ils ne le reconnaîtront pas. Et c'est là où on voit les comportements et les caractères. Et donc, je me souviens très bien que donc, du coup, j'avais pris l'habitude, comme on n'avait plus de restaurant, chez moi, c'était un peu restaurant, donc je faisais à manger chez moi, voilà, je raconte, quelques fois. Et puis, sur le coup de 23h30, il y a une dame qui est venue sonner parce qu'on faisait trop de bruit. Mais on ne faisait pas beaucoup de bruit, objectivement. Mais en réalité, c'est surtout qu'elle nous avait vus et elle a dit clairement, si ça continue, je vais vous dénoncer à la police. Et j'ai dit à cette dame, mais vous allez nous dénoncer à la police, pourquoi? Parce qu'on fait un dîner, en plus, il n'y avait pas de musique. Enfin voilà, c'était des jeunes qui voulaient juste vivre un petit peu. Il était 23h30, il n'était pas 2h du matin. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, elle n'a pas appelé la police, mais elle a appelé ma propriétaire le lendemain qui m'a appelé. C'est de dire. C'est te dire les comportements que j'ai vus à ce moment-là. Après, on était mort de rire. On était mort de rire. Mais après, les gens, on leur a fait peur. On a tellement. C'est ce que je disais avec Nicolas Vidal qui était là, assis à ta place, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'on a fait face à une telle expérience d'ingénierie sociale tellement puissante. Enfin, je rappelle que tous les soirs, il y avait Salomon qui racontait, qui donnait le décompte du nombre de morts quotidien, quoi. C'était un truc de fou. Objectivement, moi je comprends qu'il y ait des gens qui aient vrillé. Le pire, c'est derrière de ne pas reconnaître qu'effectivement il y a eu un problème. Ça, c'est le pire. C'est ce qui est encore plus effrayant dans cette histoire,
ce n'est pas tant le comportement déraisonnable et paniqué en réalité de nos gouvernants, parce que je pense que nos gouvernants sont obsédés par le risque zéro et sont obsédés par l'idée de mettre à un moment en jeu leurs responsabilités. Parce qu'en réalité, nous étions gouvernés par des irresponsables. Je vais te donner une illustration de ce que je dis. En fait, je pense que la raison pour laquelle ils n'ont pas mis la vaccination obligatoire, mais qu'ils ont mis un pass qui était de fait une obligation. Bah oui, parce que vous n'aviez pas de vie en fait. En fait, vous étiez enfermé, mais dans le monde extérieur. Mais parce que juridiquement, on pouvait pas. Du coup, on pouvait pas aller dans les bars, dans les restaurants. En fait, on nous disait, les gens qui se sont fait vacciner, ils ne l'ont pas fait pour des raisons sanitaires, ils l'ont fait pour des raisons de vie sociale. Et tout le monde le sait, pour 90% des gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis le pass, parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui se vaccinaient. Et comme quand on a un bracelet, c'est-à-dire que ceux qui ont qu'on appelle ça, je sais, qui ont l'espèce de bracelet autour de la cheville là, qui peuvent. Bracelet électronique. Oui, c'est ça, qui ont le bracelet électronique. C'est sous condition, du coup, libéré sous condition le terme. Moi, je sais plus comment s'appelle le terme, mais en gros, voilà, les gens aux États-Unis qui peuvent. Je sais pas si en France, si on fait ça aussi en France, on met des bracelets. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est vraiment l'idée. Même eux, je pense, avaient le droit d'aller au resto. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont le droit d'aller au resto, mais alors que ceux qui n'étaient pas vaccinés n'avaient pas le droit, en fait. Donc, on avait moins de liberté que des gens condamnés par la justice, en fait. Bien sûr. Et pour te donner l'illustration de ce que je te dis sur l'irresponsabilité de nos gouvernants, c'est qu'ils ont mis un pass parce que juridiquement, ils savaient qu'en rendant officiellement la vaccination obligatoire, le pendant en droit de créer une obligation, c'est que tu crées mécaniquement une responsabilité. Ah, bien sûr. Donc si demain on avait rendu la vaccination obligatoire, donc tout le monde vacciné, la responsabilité directe des dirigeants et de l'État aurait pu être engagée sur les effets secondaires, etc. Et il y en a eu, et ça a été documenté. Voilà, ça aussi, c'est encore le grand non-dit. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais il y a eu énormément d'effets secondaires. Il y a eu énormément de myocardites. Alors, quand je dis énormément, je précise, c'est des milliers, mais quand même. Enfin, 2 milliers plus que ça, d'ailleurs. En tout cas, c'est documenté, mais c'est surtout que cela a affecté des gens qui n'avaient, des gens comme toi et moi, je ne connais pas ton état vaccinal, ton état de santé, mais qui objectivement, ça va. Je bois des coups de temps en temps. Et n'ont pas de problème de santé, n'ont pas de raison objective de se vacciner. Voilà. Et c'est là où on voit la trouille de nos gouvernants. Donc ils ont fait ça, toute la manière dont le gouvernement s'est comporté, en fait, c'est par trouille et par irresponsabilité. Si nous étions dirigés par des vrais politiques, les politiques nous auraient dit, vous prenez vos responsabilités. Vous vous faites vacciner. J'ai l'impression de revenir, quand je dis ça, dans l'époque où je répétais ça tous les jours sur les plateaux, tous les jours à la fin. Et je le disais, si vous êtes à risque, vous vous faites vacciner. Et si demain, vous avez le virus, vous êtes vacciné. Donc en fait, on n'a pas porté atteinte à votre liberté. Alors on nous disait, oui, mais il y a 0,01% de chance parce que la vaccination n'est pas totalement efficace. Je disais, mais à ce moment-là, pourquoi la rendre quasiment obligatoire avec le pass vaccinal ? Et justement, accepter... En fait, c'était ça la difficulté de toute cette crise. Accepter le risque. La vie est un risque. C'est comme ça. Il faut accepter qu'à un moment, il y a quelque chose qui vous échappe. Sauf que ça, tant au niveau de nos dirigeants que d'une petite partie de la population, bien identifiée, il était hors de question de courir le moindre risque. Donc cette période, pour revenir là-dessus, moi, évidemment, je l'ai mal vécue. Pour une bonne partie, et après ça a été un peu un exutoire. C'est ça, qu'est-ce qui s'est passé en toi pour qu'à un moment donné, déjà qu'est-ce qui s'est passé, et puis en moi, en un sens, rien de plus que, c'est-à-dire que j'ai vécu de l'année 2020 et une partie de l'année 2021 comme beaucoup de gens, c'est-à-dire avec une destruction des relations sociales. On se levait le matin, on allait au boulot. Le pire, c'était pas le confinement pour moi, c'était vraiment le couvre-feu, parce que c'était un confinement qui disait pas son nom. On se levait le matin, on prenait le métro, on arrivait au boulot. En plus, moi, je discutais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup de communication avec ma co-bureau à l'époque. Et je passais la journée, en fait, devant mon bureau, devant mon ordinateur. Je prenais le métro. On n'avait pas le droit de sortir le soir, les bars, les restaurants, tout était fermé. On devait rentrer chez soi avec une attestation. Et puis le week-end, il n'y avait rien, on ne pouvait pas sortir non plus. Et ça a duré des mois et des mois et des mois. Et les seules interactions finalement qu'on avait, c'était sur notre téléphone, dans les boucles Telegram et WhatsApp, et un peu par message. Donc ça a été un moment de destruction des relations sociales.
pour ma part, c'était une période où je commençais dans la vie active. Donc, voilà, c'était très particulier. Ensuite, chacun a vécu particulièrement cette période, évidemment. Ceux qui ont passé leur bac sous le confinement, ceux qui étaient étudiants en première année de droit, comme certains de mes étudiants l'ont été, c'était affreux. C'était vraiment affreux. Et ce qui était affreux, c'était de voir combien combien la jeunesse était sacrifiée, mais vraiment sacrifiée par nos gouvernants. Pas que la jeunesse, évidemment, tout le monde, les personnes âgées aussi, qui n'acceptaient pas cette situation, ont subi encore plus l'isolement. En fait, tout le monde a payé dans cette affaire. Oui, mais l'être humain étant un animal social, et particulièrement dans ces jeunes années, c'est à ce moment-là qu'on crée nos liens et nos amitiés d'ailleurs. Hein. Absolument. De rater, ça peut être idiot, mais les cours de sport, les soirées, tout ce qui fait justement la vie d'un étudiant, en fait, on détruit une jeunesse. Et puis en plus, on les oriente vers les écrans du coup, parce que là, ça a encore plus accéléré le processus d'addiction. Les dépressions. C'est Marie-Estelle Dupont qui avait beaucoup parlé de ça, la psychologue qu'on voit de temps en temps sur CNews et sur plein d'autres plateaux, qui avait brillamment expliqué combien cette période-là et les mesures qui avaient été prises étaient destructrices pour les jeunes, pour les enfants, en fait pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes. Et arrive effectivement en ce moment, tu me posais la question comment j'en suis arrivé à parler de ça sur les plateaux, en fait par hasard. Par hasard, parce qu'en août 2021, le Conseil constitutionnel rend sa décision sur le pass sanitaire. Il doit rendre sa décision l'après-midi, et le matin, on propose d'intervenir à l'heure des pros sur CNews. Alors, à l'époque, c'était pas Pro qui le présentait. Déjà, ça c'est fort, hein. C'est pas évident déjà de se faire inviter sur le plateau. Alors, c'était pas sur le plateau, j'étais depuis chez moi, au départ, c'était en visio. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais après, je suis allé sur le plateau. Enfin, en tout cas, dans l'émission, quoi. Dans l'émission, et je devais intervenir 5-10 minutes. Et j'ai quand même pas mal travaillé sur le Conseil constitutionnel, et j'avais anticipé, comme plein d'autres, la décision en indiquant que, oui, il y a des violations de liberté fondamentales qui sont flagrantes dans ce texte sur le pass sanitaire, mais compte tenu de ce que je connais de la jurisprudence passée du Conseil, il n'y aura pas de censure du pass sanitaire. Et le Conseil constitutionnel l'a accepté. Et j'avais été très critique du Conseil à cette époque-là. Et le présentateur m'a rappelé, et la programmation quelques heures après, en me disant est-ce que vous voulez venir sur le plateau le soir de 21h à minuit. J'ai fait 3 heures d'émission d'un coup. Donc, pour une première, vraiment, c'était... D'ailleurs, je suis revenu épuisé, parce que vraiment, on ne se rend pas compte, mais avec les projecteurs, avec les lumières, 3 heures d'émission continue, c'est... Bon, aujourd'hui, je fais, hein, mais c'est puis la première fois. C'est psychologique. Ah oui, psychologiquement, j'ai beaucoup dormi après. Hein, voilà. Et après, j'ai été réinvité très souvent, enfin périodiquement, toutes les semaines. Et on s'est rendu compte que je ne faisais pas que parler de droit. J'avais fait un petit peu de télé avant, mais c'était de la télé hors mainstream. J'étais sur Bistro Liberté, émission sur laquelle... Ah mais oui, énormément, effectivement. On a eu Martial, exactement. Puis on a reçu Martial ici qui nous a raconté l'épopée de TVL. Ah oui. Bah oui, étant au début de l'aventure. Et puis Éric Morillo aussi, comme animateur maintenant de Bistro Liberté. Donc... formidable émission. C'est vrai que tu as été très longtemps. C'est vrai que tu as été très longtemps commentateur là-bas. De 2015 jusqu'à 2020-2021. Donc super média traîné. Et puis vous voyez, les ponts finalement existent entre l'alternatif et le mainstream. Tout à fait. Et ça a été, comment vous dire, ça a été... les médias libres, alternatifs. Mais ça a été un entraînement très utile pour moi, en vue de ce que j'ai fait après sur CNews. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que... Enfin, je sais pas, en tout cas, ça a marché. J'ai vu après sur les réseaux que mes passages étaient repris, je pense, pour 2 raisons majeures. La première, c'est parce que, en tout cas sur CNews et très souvent sur les plateaux, j'étais tout seul à défendre ce que je défendais. Oui. Deuxièmement, je pense aussi que l'énergie que j'ai trouvée, c'est tout le ras-le-bol que j'avais accumulé depuis 1 an et demi à subir, comme plein d'autres, cette situation que je considérais comme injuste. Et que je considère encore aujourd'hui comme injuste. On nous a volé, à tous, plusieurs années de notre vie, pour rien, ou pour presque rien. Voilà. Je fais une précision. La seule mesure, la seule que j'ai approuvée, et pour laquelle je suis encore à peu près d'accord, parce qu'il faut voir le moment où ça s'est joué, c'était le premier confinement. Je trouvais même qu'on n'était pas allé assez vite, parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. On voyait des images terrifiantes des rues en Chine. Et c'est vrai que voilà, le premier confinement, je peux le comprendre. Mais alors les confinements qui ont suivi, les couvre-feux à répétition,
et puis cette durée infernale, le pass sanitaire, le pass vaccinal. On a vécu 2020 jusqu'à 2022. Et n'oubliez pas que certaines personnes, comme les soignants non vaccinés, ont vécu la chose très, très, très longtemps. Voilà. Les pompiers aussi, un certain nombre de professions médicales. Ce sont des gens qui sont payés 3 fois rien et qui s'engagent et qui font ça vraiment par passion de leur métier et par amour du prochain. On les applaudissait, souvenez-vous. C'est ça, ouais. Et puis là, c'était pour ceux qui étaient non vaccinés, c'était des... c'est les mêmes d'ailleurs, les mêmes qui disaient oui, il n'est pas vacciné, terminé, bonsoir, et puis qui les applaudissaient le soir. C'était les mêmes, qui obéissaient à ces espèces de réflexes pavloviens. Moi, pour tout vous dire, j'aime pas ces espèces de numéros. Oui. Je connais l'importance de la symbolique en politique, mais il y avait quelque chose de, comment vous dire, de l'applaudissement aux fenêtres de temps en temps le soir. Il y avait... Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Moi, ça me parle pas. Il y avait quelque chose de malaisant, il y avait quelque chose de malsain. Voilà, ensuite, c'est ce que je ressens. Okay. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait naturellement. Et je pense que l'énergie que j'avais à venir, à aller, parce que ça me prenait du temps, et puis je préparais. Maintenant, c'est pas que je prépare moins, c'est que j'ai moins besoin de prendre de notes parce que j'ai pris un peu plus l'habitude. Ce qui n'est pas mon cas, j'ai encore des notes. Mais bon, je commence, moi j'arrive gentiment dans l'environnement médiatique du YouTube Game. Donc, voilà. Quand tu fais, à l'époque, quand je faisais que CNews, mais après j'en ai fait plein d'autres. J'ai fait TPMP, j'ai fait Sud Radio, j'ai fait aussi un peu LCI, j'en ai fait d'autres. Je faisais en moyenne 3 médias par semaine, 3 plateaux par semaine. Et donc, comme tu le disais, tu étais un des seuls aussi à défendre ça. Donc, on n'était pas très nombreux, il y avait quelques confrères, il y avait notamment Fabrice Divisio qui s'était beaucoup fait connaître là-dessus, avec une tonalité peut-être un peu différente de la mienne, mais on était sur le même segment. Voilà, ça a été un moment important, c'est vrai, un moment assez décisif, je dois le dire aussi dans ma vie, parce que c'est ce qui fait que j'ai fait un peu après de la télé, et puis c'est ce qui fait aussi que j'ai lancé mon cabinet, pas parce que ça m'a apporté des clients, mais parce que j'avais plus le temps de continuer en fait dans mon cabinet, parce que je ne pouvais pas faire correctement mon travail quand je faisais un plateau de 15h à 17h ou que je faisais un plateau le soir. Et ce n'était pas compatible avec des horaires de cabinet d'avocat. Oui, et donc du coup, tu t'es dit, je crée mon propre cabinet pour pouvoir déléguer. Structure. Alors, je ne déléguerai du tout, c'est-à-dire que c'est moi, mais c'est moi qui dirige mes propres horaires. C'est ça, voilà. Tu organises ton emploi du temps. Oui, d'accord. Ce n'est pas un employeur qui te dit quoi faire. Parce que quand on est avocat, je précise, quand on est avocat dans un cabinet parisien en tout cas, c'est profession libérale, mais c'est sur le papier, parce qu'en réalité, vous êtes un salarié. Vous êtes un salarié, vous avez des horaires. Moi, j'étais pas le pire. Il y a des cabinets d'avocats où on finit à 3-4 heures du matin assez souvent. Mais voilà, c'est contraint. C'est contraint. Donc là, maintenant, j'ai cette liberté. Et je la jalouse. Voilà. Non, mais comme quoi, bien choisir l'organisation de sa vie, la manière dont on va avoir des revenus, ça permet aussi derrière de pouvoir mener des combats. Oui, être indépendant, être libre. Exactement. C'est très précieux. C'est quand même le b.a.-ba quand on va pouvoir justement faire ce qu'on a à faire pour redresser la barre. Ça a dû être dur quand même, tu as dû en prendre, pardonne-moi l'expression, plein la gueule, parce qu'on voit le niveau d'hystérie déjà dans le pays aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore plus accentué. Comment tu as vécu toi justement toute cette adversité, parce que rien que dans les discussions familiales c'était chaud, mais alors toi étant le fer de lance... Avec un père médecin. Ah ouais, avec un père médecin en plus. Non, mais je ris, mais ça devait pas être simple du tout alors. Non, mais de toute façon, mon père n'est pas politique là-dessus, et puis enfin voilà, il n'y avait pas de grand sujet. En revanche, il m'aurait pas fait de faux pas, il m'aurait pas fait d'attestation ou ce genre de choses. Mais je pense, en fait, pour tout te dire, quand je croisais des gens dans la rue qui m'interpellaient, je n'ai jamais, ça c'est vraiment, je le promets, je n'ai jamais eu à une exception près, une seule. Il n'y en a qu'une. Mais il n'ai jamais eu une réaction négative dans la rue ou de quelqu'un qui m'a côtoyé, avec lequel j'ai discuté par rapport à la télévision. Je n'ai jamais eu une réaction négative. Et au contraire, pendant cette période-là, je crois que le pire, c'était en janvier 2021, au moment du pass vaccinal. Dans la rue, j'avais 3 personnes qui m'interpellaient et qui me disaient bravo. Donc j'étais soutenu. J'étais soutenu. Donc je l'ai plutôt bien vécu à ce moment-là. Je l'ai plutôt bien vécu. Non, il n'y a personne qui... Alors, il y a bien des gens, évidemment, qui n'étaient pas d'accord avec l'idée que je portais et cette opposition à ces mesures délirantes et liberticides et inutilement liberticides. Il y a des mesures liberticides qui sont... Enfin, des mesures de restriction de liberté qui sont utiles.
Quand on veut dire de ne pas traverser au feu rouge, c'est une mesure restriction de liberté. Mais c'est pourquoi ? C'est pour respecter le corps de la route et respecter la circulation. Et ça, tu peux le décliner sur plein d'autres domaines. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est efficace ? Mais c'était pas du tout efficace. C'était complètement déconnecté de la réalité de ce virus. Tu as dit, c'était même pire que ça, parce qu'il y a, je suis sûr, des étudiants qui se sont suicidés à cause de ça. Il y a des gens qui sont rentrés en dépression profonde. Il y a d'autres qui ont contracté des maladies. J'ai quelques étudiants, 1 ou 2 étudiants qui, je me rappelle, quand je donnais les cours en distanciel, puisque c'était en visio, c'était d'ailleurs pas agréable du tout. J'ai reçu 1 ou 2 courriels d'étudiants qui me disaient « Monsieur, je suis à bout là. Je suis à bout, je vous écoute plus en cours parce que j'arrive plus à suivre, parce que ces cours en visio, c'est pas possible. Je suis enfermé dans un appartement de 12 mètres carrés. Je peux pas prendre le train pour rentrer ma famille, mes parents et être là-bas, et c'est compliqué, c'est difficile et c'est dur. Et ce qui était dur en même temps, c'était aussi, j'insiste, c'était de voir dans une autre partie de la population, qui ne m'interpellait pas dans la rue, le mépris, l'hostilité. Et on le voyait sur certains profils de plateau, je ne donnerai pas de nom, mais sur CNews, il y en avait, de gens qui disaient c'est bon, ils n'ont pas vécu la guerre, on leur demande juste de rester chez eux et de regarder Netflix. Oui. Il n'y avait rien de plus méprisant et rien de plus vilain que ces comportements. C'était très violent. Donc oui, non, cette période, elle a été violente, mais quelque part, mon exutoire aussi, c'est que je pouvais aller à la télévision et dire ce que vous faites, ça t'a révélé, ça a révélé voilà, une certaine forme de courage politique, parce qu'il s'agissait de décisions politiques qui avaient des conséquences sur la population française. Et donc non, mine de rien, bah voilà, toi tu t'es positionné en contre et t'as bien fait. Finalement, le temps t'a donné raison, parce qu'aujourd'hui il n'est même plus question. Si aujourd'hui il y avait un virus Covid du singe qui revenait, monkeypox, et si on disait aux Français, est-ce que vous voulez le retour d'un pass vaccinal ? À mon avis, ou même je sais pas pour un complément, mais d'un pass vaccinal, avec les mêmes effets que le Covid, voilà. Je pense qu'à mon avis, les gens qui seraient pour, ce seraient eux les marginaux maintenant. Et je l'ai vu, la bascule. Attention, l'image, la puissance de l'image. Un hôpital, des urgences blindées avec des gens au sol, etc., des brancards. Je ne dis pas que ça ne se reproduira pas. Ce que je dis juste, c'est que j'ai vu l'évolution. Je dis vraiment, si le Covid revient, pas une variole du singe, tout le monde. Évidemment, s'il y a ça, ce que je dis juste, c'est qu'il faut prendre des mesures qui sont adaptées à la réalité. Oui, bien sûr. Confiner tout le monde et obliger tout le monde à se vacciner, c'est pas adapté et c'est pas proportionné à la menace. Et là, je ne fais que rappeler une règle de droit. Quand j'ai commencé à faire de la télé là-dessus sur CNews en 2000, et après Sud Radio, TPMP, etc. en 2021, j'étais quasiment seul sur les plateaux à défendre cette position. Je sens le basculement à partir de décembre 2021, janvier 2022, au moment du pass vaccinal, et où, très très vite, dans l'opinion, l'idée de ce pass vaccinal, elle chute. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, Véran, en 2022, en 2-3 mois après l'instauration du pass vaccinal, il dit on arrête. Voilà. Ça veut dire aussi que l'opinion a très très vite changé et les gens se sont rendus compte que c'était pas la solution et qu'en plus c'était une très mauvaise solution. Très mauvaise solution. Et j'ai senti sur les plateaux de télévision, je n'aurais pas des noms, mais en 6-8 mois, j'ai vu des gens face auxquels j'avais débattu, qui étaient farouchement pour le pass sanitaire, avec toujours les mêmes arguments. C'est le gouvernement fait bien son travail. Le gouvernement fait ça pour notre bien. Le gouvernement, il prend une décision avec les scientifiques. C'est la science. Les mêmes bêtises qu'on entendait. C'est-à-dire que le politique était complètement sorti pour eux. C'était les médecins qui devaient diriger. En fait, c'était vraiment les médecins. Bon, peu importe. C'est comme on ne confie pas la guerre aux militaires parce que c'est une chose. Et voilà, il y a une décision qui appartient aux politiques. En fait, c'était pas une question médicale. En fait, c'était une question de liberté fondamentale. Et donc, c'est une question politique. Et c'est même parce que ça doit prendre en considération toutes les conséquences sociales, économiques, politiques, machin, etc. C'est pas un sujet médical. Et ces mêmes personnes-là, si tu veux, je les ai vues changer 6-8 mois après, à tourner, mais très bien. Mais c'est dire quand même aussi à dire, mais non, on va quand même pas. Ce pass vaccinal, il faut vraiment qu'il s'arrête, il faut vraiment qu'il se termine. Donc c'est juste pour te dire que voilà, j'ai senti la bascule 6-8 mois après. Et si on met 1 an de plus, c'est-à-dire en août 2022, au moment où il y avait cette affaire des pompiers, cette affaire extraordinaire, souvenez-vous, on a vécu des choses folles quand même pendant cette période. On a quand même vécu un moment où il y avait un Père Noël qui venait parler aux enfants, leur disant
mettez bien vos masques les enfants. On a vécu un moment où David Lisnard, le héros de la droite, semble-t-il aujourd'hui, désinfectait les plages à Cannes, quand même. Souvenez-vous de ce que c'est vrai qu'on avait interdiction d'aller sur les plages et dans les forêts. Avec des drones qui passaient au-dessus des forêts, au-dessus des plages, et avec des haut-parleurs qui disaient « rentrez chez vous ». Des gens qui étaient surveillés dans les montagnes par la police et par des hélicoptères. Non mais c'est un délire. Des hélicoptères pour des gens qui se promenaient dans la nature. Des gens qui sortaient de chez eux en pleine campagne, qui étaient verbalisés, qui habitaient. Moi, j'ai un exemple comme ça de quelqu'un dans un lieu-dit. Il y a 3-4 patelins, mais il avait dû être dénoncé par son voisin parce qu'il devait le faire quelques fois. Et puis à un moment, il était sorti, et puis il y avait les gendarmes qui l'attendaient. Souvenez-vous, mais vraiment, je voudrais vraiment maintenant que c'est passé, je voudrais quand même qu'on se souvienne de ces gens-là. Qu'on se souvienne des sales comportements. Parce qu'il n'y a pas de mots. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, on va être regarder cette émission sur les réseaux sociaux. Souvenons-nous des sales comportements de ces gens sur les réseaux sociaux, de ces petits délateurs, de ces petits dénonciateurs qui aujourd'hui se taisent, qui ne font pas leur mea culpa. Voilà. Ça, voyez, on est en 2024. Je veux pousser ce coup de gueule. Je veux pousser ce coup de gueule pour leur dire à ces gens-là, voilà, vous avez été dans l'injonction morale permanente. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît. La majorité des gens reconnaissent qu'on a fait des conneries, qu'on a fait des bêtises, qu'on a mis des gens au banc de la société, qu'on les a rendus fous, parce qu'il y a des gens qu'on a rendus fous, littéralement, qu'on a pris des décisions folles, je le redis, désinfecter des plages, et que ces gens-là, sur les réseaux et autres, et même dans la rue, ont été les chiens de garde, les cerbères de ces mesures dingues. Et j'espère que ces gens-là, parce qu'ils ne parlent plus, avant ils étaient là à sortir, à plastronner, je les voyais dans les commentaires, j'espère que ces gens-là ont bien honte. Vous voyez, je le dis avec un peu de... Je sais pas mon habitude de parler comme ça d'ailleurs, mais je le dis avec un peu d'énervement. Oui, maître, reprenez-vous enfin. Non mais je le dis avec non mais c'est hyper d'énervement parce que maintenant. Mais c'est des vies qui sont en jeu en réalité, mais c'est vrai. Je le dis avec un peu d'énervement parce que maintenant c'est passé tout ça. Et ces gens-là, ils font pas leur mea culpa, ils se taisent. Non, moi ce que j'ai entendu, qu'ils se sentent bien compte ces gens-là. Bah moi, je sais qu'ils se sentent bien compte parce qu'ils le disent pas, mais ça se voit quand on en discute. Mais je sais qu'ils disent oui, mais qui aurait pu imaginer et le gouvernement, il a fait ce qu'il a pu. C'est-à-dire qu'en fait, ils essaient de se rassurer comme ils peuvent, mais quand on se regarde dans les yeux, ils savent. Non, mais ils ont le droit d'avoir un avis. Mais je vais pas leur jeter la pierre. Je vais pas, mais je sais que les gens ont le droit d'avoir un avis, les gens ont le droit d'être pour le pass. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, je vise vraiment les gens ici qui se sont comportés comme des petits capots et comme des petits cerbères. Voilà, comme des hyènes, vraiment comme des hyènes. Et on a vécu une période folle et j'espère qu'on ne la revivra pas. Voilà. En tout cas, moi je trouve que d'être monté au créneau comme ça, c'est courageux parce que Dieu sait qu'en face il y avait de l'adversité et que, comme tu disais, tu étais le seul sur les plateaux de télé à défendre cette opinion. Enfin, quelques-uns, mais une poignée, quoi. Enfin, objectivement, c'est vrai. Il y avait et des avocats d'ailleurs. Vous étiez 2-3 à défendre justement les libertés fondamentales. Bien sûr. Et alors moi, je me permets de faire un parallèle parce qu'évidemment, en préparant un petit peu cette rencontre, j'ai regardé tout ton parcours et aujourd'hui, on voit que tu te fais remarquer sur les questions aussi, tu interviens beaucoup sur les questions d'insécurité, d'immigration. La bascule, moi, m'a l'air assez naturelle, mais tu vas peut-être nous décrire la chose. Comment tu bascules en fait de la défense des libertés avec justement toute la période du Covid-19 et puis ensuite, là aujourd'hui, la défense de la sécurité et de l'intégrité physique des Français, parce qu'on voit avec toutes les agressions en ce moment qu'il y a, et puis avec l'immigration, parce que maintenant il est de notoriété publique. Évidemment, il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration. Le ministre de l'Intérieur lui-même le reconnaît. Oui, sans le dire, mais il nous dit les chiffres de l'immigration qu'à Marseille, un fait de délinquance sur 2 est causé par un étranger. Et là aussi, il est question de liberté, parce que moi, faire grandir des enfants dans un pays où effectivement ils risquent, il y a eu le cas encore de la petite Philippine qu'on a retrouvée assassinée dans le Bois de Boulogne, il y a eu l'affaire Lola également, il y a eu Crépol, exactement, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de faits qui deviennent malheureusement en plus tellement réguliers qu'à la fin on a même... C'est un fait de société, ce ne sont pas des faits divers. C'est assez, et voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que mais ce qui est terrible, et Valls l'avait dit pour les attentats, et je pense que ça peut presque s'appliquer aujourd'hui pour ces faits de société, c'est de dire, mais en fait, à un moment donné, habituez-vous, quoi. Et sauf qu'en fait, il faut jamais s'habituer à ça. Et comment toi, aujourd'hui, tu luttes? Comment tu as fait la bascule? Et comment, aujourd'hui, tu arrives à lutter contre ça? Alors, je vais répondre en 2 temps, du coup. Il n'y a pas de bascule, parce qu'en fait, au moment où je commence sur les plateaux de télévision, je deviens chroniqueur, donc j'interviens sur d'autres sujets. Et il se trouve que CNews, à ce moment-là, parle de la thématique migratoire, parle de l'insécurité,
Donc j'en parlais. Et j'expliquais, comme je le dis encore aujourd'hui, que je suis opposé radicalement à la politique migratoire telle qu'elle se pratique, pas seulement depuis 2-3 ans, mais depuis 40-50 ans, depuis les années 70 dans ce pays. Que nous sommes dans un pays qui ressemble de plus en plus à ce que Laurent Berton appelait la France orange mécanique. C'est le titre de son ouvrage qui est repris du film, justement, Orange mécanique. Espérons que ça finisse pas comme guérilla. Oui, bien sûr. Donc, je parle de ces sujets-là, mais il n'y a pas de contradiction, puisque tu l'as toi-même relevé. Je suis pour la défense des libertés, bien sûr. Mais la défense des libertés, pour s'exercer, elle doit s'exercer dans un cadre qui permet le respect de ces libertés. Le fait d'attenter à la sécurité d'autrui, c'est attenter aux droits d'autrui. Qu'il s'agisse de l'insécurité physique ou de l'insécurité culturelle. C'est un sentiment de dépossession terrible que de voir son pays changer, de voir les rues, les quartiers dans lesquels nous avons grandi, progressivement devenir des quartiers d'une autre civilisation. C'est une atteinte, alors non pas à un droit particulier individuel, mais c'est un droit collectif, en fait. C'est le droit de notre peuple de se maintenir en intégrité, là où il a été, là où ses ancêtres ont vécu, et là où nous voulons demain que nos enfants continuent à vivre. C'est le droit du peuple, en fait. C'est un droit élémentaire. Moi, c'est en ça que je ne suis pas un libéral d'ailleurs. Je ne vois pas la politique ou même le droit par le prisme simplement exclusivement des droits individuels. Je crois qu'il existe aussi ce que le grand juriste Léon Duguy qualifiait, même si ce n'est pas tout à fait ce que je cherche comme mot, mais le droit objectif, c'est-à-dire des droits généraux, des droits qui concernent le peuple. Vous voyez, c'est pour ça que je me bats tant pour la démocratie référendaire, par exemple, que je suis opposé à la politique migratoire, parce que la politique migratoire, si tu l'appréhendes, si vraiment on est dans le raisonnement juridique et que tu l'appréhendes uniquement sur le plan du droit individuel, tu te dis le migrant, il a un droit individuel d'aller et de venir. Mais non, ce droit d'aller et venir, il est en opposition avec un droit collectif qui est le droit, non pas de toi Romain ou de moi Pierre, mais de nous en tant que peuple français à se maintenir dans notre intégrité. Comme nous avons un droit à ce que notre parole, quand elle est portée par un référendum, à ce que notre vote, à ce que la souveraineté du peuple, c'est-à-dire une entité collective, puisse s'exprimer. Voilà, il n'y a pas que les droits individuels. Si on ne voit la société que par les droits individuels, alors la société s'écroule et s'atomise. Et ça, c'est la logique libérale, et c'est celle contre laquelle je me bats depuis le début. Voilà. Et comment t'expliques à ce moment-là, comment je dirais, qu'une grande majorité de l'opinion, de fait, soit pour qu'il y ait de la sécurité, évidemment, mais surtout soit contre l'immigration, parce qu'on sont nombreux à avoir fait le lien. Comment tu expliques que plus de 70% des Français soient contre l'immigration et qu'en même temps, y ait de plus en plus d'immigration. Là, on est passé presque à 500 000 immigrés par an. C'est ça, si on compte, on a 330 000 entrées légales hors droit d'asile, hors demande d'asile. Et en réalité, les demandes d'asile, elles sont faites, mais les personnes ne sont jamais... oui, c'est souvent des pays, en fait, c'est des raisons économiques, en fait, la plupart du temps. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on est uniquement sur le plan légal, au moins à 400, 450 000, je n'ai pas les chiffres exacts. Et si on rajoute effectivement les entrées illégales, c'est considérable. Donc, nous avons un record migratoire aujourd'hui. Je le dis, 330 000 entrées légales hors droit d'asile sous Nicolas Sarkozy. Et c'était déjà un record à l'époque. Nous étions entre 150 à 190, je crois quasiment 200 000 entrées légales par an. Jospin, c'était 110 000 hommes de gauche. Ouais, donc tout ça... Donc ça augmente d'année en année, en fait. Tout ça n'a fait qu'augmenter. Alors, qu'est-ce qui a changé ? C'est là où on voit que ce n'est pas le fait de passer de la gauche à la droite. C'est l'impuissance de nos politiques, d'une part. Et je pense, deuxièmement, aussi, évidemment, un phénomène qui est un phénomène pas naturel, mais un phénomène de mondialisation, un phénomène d'explosion des flux migratoires. Et si nous ne réagissons pas à ces flux, et en fait, c'est ça le problème, c'est que si on ne s'empare pas du sujet, on ne fait que le subir. Et les politiques qui nous dirigent depuis 40 ans subissent le sujet. Et à côté de ça, tu as une petite minorité dans ce pays de magistrats, d'élites intellectuelles, culturelles, d'artistes, de journalistes et de politiques de gauche qui savent très bien que le statu quo est favorable à leur idée, puisque l'immigration ne fait qu'augmenter, et
et qui se réjouissent de tout ça et qui veulent criminaliser tous ceux qui, à un moment, veulent inverser la tendance. C'est pour ça qu'on en est arrivé à cette situation-là, à cause de l'injonction morale de la gauche, de ces élites-là, qui a fait que pendant très longtemps, le cordon sanitaire s'est maintenu. Aujourd'hui, cette injonction, elle n'existe quasiment plus. Et c'est la raison pour laquelle le cordon se brise, que le plafond de verre qu'on nous a toujours opposé, il commence à bouger très sérieusement. Ouais. Et je pense qu'aux prochaines élections, d'ailleurs, il se brisera. Et j'ai bon espoir que les choses vont changer. La raison pour laquelle cela n'a pas changé... Est-ce qu'on n'avait pas dit ça aux législatives anticipées, justement? On avait dit ça aux législatives anticipées, mais... Alors, si tu veux qu'on parle de ça, il n'y a pas de problème. On a vu une chose à l'occasion de ces législatives. Il y a 2 moments. Il y a le premier tour, il y a le second tour. Pourquoi je dis ça? C'est pas très original, mais tu vas comprendre. Au premier tour, moi je prends ma circonscription, mais on peut prendre au niveau national. Je prends le Rassemblement national, d'accord? On passe de 18%, je crois, en 2022, à 32% au premier tour. Dans ma circonscription, dans la 3e circonscription du Cher, nous passons de 27,50% en 2022 à 43,15% en 2 ans. Alors évidemment, au second tour, moi je fais 47-21 et... peut-être lié à la qualité des candidats aussi. On peut en parler après si tu veux, il n'y a pas de problème. Je peux faire le débat. Mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, il y a une tendance, c'est sûr. Il faut quand même se dire... Oui, il y a une tendance. En 2021, le Rassemblement national n'a pas de groupe. Avant 2022. En 2021, le Rassemblement national n'a pas de groupe. Il a, je crois, une dizaine de députés, même pas. Aujourd'hui, il a 126 députés, plus une vingtaine d'alliés. Donc au total, 143 si on compte les sottises. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, inévitablement. Quelque chose qui a changé. Et ça, c'est nous. Et c'est pour ça que je parle du plafond de verre, c'est nous. Maintenant, la question que tu posais à l'origine, c'était de savoir pourquoi ça n'a pas changé. Parce que ceux qui nous dirigent sont, là je prends position, dans le paradigme libéral. C'est-à-dire que la gauche s'est soumise volontairement à ces questions, enfin, c'est pas s'est soumise, est ravie parce que pour elle, les nations n'existent pas, seuls les individus existent, seuls les droits individuels existent. Et quand la droite était au pouvoir sous Nicolas Sarkozy, on a vu ce qui s'est passé. Ce sont toujours les libéraux. Et donc demain, pourquoi je dis ça? Parce que je parle en fait pour moi, le sujet de l'immigration, c'est une question de volonté politique. Oui. La preuve, c'est qu'il y a d'autres pays, je pense notamment à la Hongrie, qui sont en train de réagir et qui prennent des décisions, même à l'encontre de l'Union européenne. Même l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est un petit peu... Parce que l'Allemagne maintenant fait des partenariats avec les pays directement. Oui. Là, je crois qu'il est question d'avoir... 200 000 Kenyans, je crois. Et citons l'Italie, là, il y a une victoire en Autriche. Oui, alors l'Italie, justement, parlons-en. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, imaginons, le RN arrive au pouvoir et applique son programme sur l'immigration. Qu'est-ce que vous allez dire à la CEDH ou à l'Union européenne? Alors, premièrement, il faut bien comprendre une chose, c'est que déjà, la CEDH, je vais parler comme Gérald Darmanin, les décisions de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne se confond pas avec la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, les décisions de la CEDH n'ont pas une valeur exécutoire. Ça veut donc dire que si nous sommes condamnés, et c'est arrivé pour un certain nombre de pays d'être condamnés, et de ne pas payer l'amende. Donc nous pouvons tout à fait nous asseoir dessus. S'agissant maintenant de l'Union européenne, dont le droit de l'Union européenne est appliqué par la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment est en jeu cette directive que veut revoir le ministre Taillot, c'est-à-dire la directive retour. Je crois déjà que le moment politique que nous vivons en Europe n'est pas du tout le même moment politique, tu me l'accorderas, qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paradigme a complètement changé. Tu peux me dire, on disait ça il y a 10 ans, mais enfin, vraiment, soyons objectifs. Vraiment, soyons objectifs. Regardons les pays d'Europe de l'Est. Regardons le Danemark, regardons la Suède. La Suède, oui, c'est vrai, la Suède a complètement changé de discours. Regardons je sais bien que l'Italie, on peut discuter, mais la volonté affichée par l'Italie. Oui. Regardons l'Autriche. Même en Allemagne, ça bouge un petit peu. Donc, il est possible de revoir cela. Par ailleurs, j'arrive sur le sujet. Le problème n'est pas que au niveau de l'Union européenne. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Et je sais que dans le camp souverainiste, c'est un peu le trou noir sur ce point. Non, mais je le dis clairement. L'aggravation de l'immigration, en réalité, a commencé avant
les directives de l'Union européenne, avant les traités européens, notamment des années 90. D'accord ? Le point contre lequel nous, au Rassemblement national, on s'élève le plus, c'est le regroupement familial. Le regroupement familial, c'est Valéry Giscard d'Estaing par une loi, et c'est après le Conseil d'État par l'arrêt Gisti de 1978, gouvernement Chirac, qui refuse, un homme de droite, effectivement, qui refuse, la fausse droite donc, qui refuse que l'on revienne sur ce regroupement familial. Donc en réalité, tout cela est venu de droit national et qui aujourd'hui sont protégés par le Conseil constitutionnel qui consacre ces droits. En 1993, c'était Charles Pasqua qui avait déposé une loi immigration en ce sens. Le Conseil constitutionnel présidé par Robert Badinter s'était opposé à ces mesures restrictives sur la situation migratoire. Donc si vous réglez la question européenne, qui est une question que je ne fuis pas, vous ne réglerez qu'une toute petite partie du problème. Le problème, il se situe à l'étage légal et surtout l'étage constitutionnel. Donc si demain nous arrivons en responsabilité... Vous faites quoi avec Laurent Fabius ? Alors Laurent Fabius, il ne sera plus là pour une raison toute simple. C'est pas son mandat s'arrête ? C'est que son mandat s'arrête. Son mandat s'arrête dans, je crois, à peu près un an, c'est courant 2025. Donc c'est le président du Conseil constitutionnel. Absolument. Le président du Conseil constitutionnel est nommé pour 9 ans. Alors, si c'est Éric Dupond-Moretti, le nouveau président du Conseil constitutionnel, on va retomber a priori sur les mêmes difficultés. Tu as bien compris que je te demande en homme de loi, en fait. Ah oui, mais je sais ce que je fais, je travaille. Moi, je pense que c'est la force d'un pays comme la France que d'avoir un vrai état de droit à respecter, même s'il est dévoyé par certains magistrats, on l'a dit tout à l'heure. Mais donc, du coup, dans le sujet de l'immigration, avec le Conseil constitutionnel, qui n'est objectivement pas aujourd'hui du côté de la défense des intérêts, en tout cas de la nation, du peuple français, en tout cas pour ce qui est de la question de l'immigration, comment est-ce que c'est faisable ? Oui, je vais expliquer pourquoi. Je reprends le programme de Marine Le Pen en 2022 et je pense que l'essentiel des points seront repris pour 2027. Si nous arrivons aux responsabilités demain, il était prévu, donc en 2022 et j'anticipe 2027. Et j'avais écrit d'ailleurs à ce sujet-là dans l'entre-deux tours et j'avais pris position pour la solution adoptée par Marine Le Pen de passer par un référendum sur la question migratoire. Ça squeeze le Conseil constitutionnel ? Alors, on peut aller. C'est un sujet technique. Je peux en parler si tu veux qu'on en discute. Il faut que ce soit compréhensible par tout le monde, dont moi le premier, parce que je me mets dans la case du tout le monde. J'essaie de vulgariser cette thématique-là parce que c'est le nerf de la guerre. Ce que tu poses comme sujet-là, c'est le sujet le plus important. C'est fou quand même qu'il faille aller à ce point dans le détail des leviers, de manœuvres, de droits, alors qu'en vrai, un pays souverain... parce que les gens ne comprennent pas qu'à partir du moment où on a élu des responsables politiques, ça ne suit pas. Mais parce qu'en fait, il y a des obstacles juridiques. Ce que tu évoquais comme l'état de droit tout à l'heure, c'est l'état d'un certain droit et qui correspond à une certaine élite. Si demain... Pour faire simple, si demain nous arrivons à responsabilité et que la présidente de la République décide de provoquer un référendum par l'article 11 de la Constitution, donc référendum constitutionnel, le Conseil peut... Alors, il ne peut pas s'y opposer au jour où nous parlons. D'accord ? C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a rendu une décision dans les années 2000 qui s'appelle la décision Hochmeier, qui parlera à tous les juristes, mais je fais simple, et qui laissait sous-entendre que le Conseil constitutionnel pourrait contrôler le décret de convocation des électeurs au référendum. Et si tu lis l'article 11 de la Constitution, il est très court, il nous dit qu'on peut faire un référendum, mais uniquement sur un sujet économique, sur un sujet de politique sociale, environnementale, ou relatif à un traité et un ou deux autres sujets. Mais il n'est pas mentionné que tu peux faire un référendum sur la politique migratoire. Et de ce point de vue-là, Laurent Fabius a raison, parce que Laurent Fabius a réagi il y a quelques jours en indiquant qu'on ne pouvait pas faire de référendum sur la question migratoire. Et donc potentiellement qu'il censurerait. Sauf que il y a deux difficultés à cela. Et là, il faut vraiment bien me suivre. Le Conseil constitutionnel nous dit, dans l'article 11, il n'est pas indiqué matière migratoire. Il a raison, mais il oublie de dire une chose. C'est qu'en 1962, on n'était pas nés, toi et moi, mais en 1962, le général de Gaulle a utilisé l'article 11 de la Constitution. Pour faire quoi ? Pour faire quelque chose qui n'était pas prévu par l'article 11. Pour modifier la Constitution. Et le Conseil constitutionnel l'a accepté. Et sais-tu ce qu'il a modifié ? Il n'a pas modifié une virgule, il a modifié
l'élection du président de la République pour la faire passer du suffrage universel indirect, avant c'était des grands électeurs qui nommaient le président de la République, qui élisaient, il l'a fait passer au suffrage universel direct. Eh bien, donc du coup, cette élection-là, au suffrage universel direct, elle existe depuis 1965. Donc on ne va pas nous dire que cette élection qui existe depuis 1965, qui est répétée tous les 7 puis 5 ans, elle a été faite en illégalité, en inconformité. Donc comme on a accepté cette pratique dans le temps, elle est entrée dans notre droit. Donc si demain nous voulons faire un référendum qui modifie, c'est ça la condition, qui modifie la Constitution, comme De Gaulle avait modifié la Constitution, où on inscrit sont français ceux qui le sont par le droit du sang, par exemple, le Conseil constitutionnel, sur la base du précédent de 1962, ne pourra pas s'y opposer. S'il venait à s'y opposer, j'anticipe ta question, si jamais il venait à s'y opposer, eh bien nous entrons dans un grand moment de trou noir juridique, où, là ça nous amènerait très très loin, mais où la grande clarification tant attendue par les constitutionnalistes se produira, c'est-à-dire que nous verrons qui, du président de la République ou du Conseil constitutionnel, a le dernier mot, et surtout qui est le gardien de la Constitution. Voilà, ça c'est le grand point qui obsède une partie de juristes, dont moi d'ailleurs, c'est de savoir qui est le vrai gardien de la Constitution. Qui est chargé de la protéger? Si tu lis l'article 5 de la Constitution, il est dit « Le président de la République veille au respect de la Constitution ». Dans la première lecture d'ailleurs, parce que j'ai travaillé sur les travaux de l'élaboration de la Constitution, il était indiqué « Le président de la République est le gardien de la Constitution ». Eh bien nous verrons à ce moment-là. Ma conviction, c'est que ce sera probablement le président de la République qui imposera sa décision, parce que derrière le Conseil constitutionnel, il dit non. Eh bien s'il dit non, et t'es président de la République et t'organises des élections, et que le peuple souverain se prononce, qui pourra dire après que le peuple souverain, puisque c'est lui le souverain, est en situation d'illégalité? Le peuple ne peut pas être en situation d'illégalité puisqu'il est la source de tout pouvoir. Voilà. Je pourrais entrer plus dans les détails. Oh là là, voilà c'est magnifique. Mais voilà l'idée. Superbe. Bah non, mais c'est. Le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus du peuple souverain. Le Conseil constitutionnel, il est prévu et il est institué par la Constitution. Qui a mis en place la Constitution? C'est le peuple souverain par sa décision fondatrice en 1958 par le référendum qui a validé la Constitution. Et puis après, les différentes modifications. Donc le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus du peuple souverain. C'est lui qui s'exprimera si le président de la République va jusqu'au bout et lui donne la parole. Voilà. Non. Eh ben, écoute, démonstration magistrale, espérons qu'on verra ça. J'espère qu'on verra ce moment. Voilà, ce sera un grand moment de clarification. Exactement. Donc, en tout cas, on va gentiment devoir s'orienter vers la fin de cet entretien parce que, mine de rien, le temps passe et les sujets ont été vraiment... merci pour cette clarification et surtout pour ton témoignage parce que c'est quand même des sujets assez même plus qu'importants parce qu'on parle de défense des libertés fondamentales, que ce soit au travers de la crise du Covid, en tout cas de l'attentat aux libertés fondamentales, de l'insécurité, de l'immigration. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'était vous présenter Pierre sous un axe, comment je dirais, de l'engagement absolu, mais en politique, mais comme dans tout dans la vie. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui est courageux et qui porte ses convictions au bout de son action. Voilà. Et je pense que là, on a clairement l'archétype du jeune depuis longtemps qui s'est engagé, qui aujourd'hui fait en sorte de redresser la barre. Merci Pierre d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de réagir en commentaire. Plus vous nous donnez de la force, comme on dit, plus on peut avoir des invités prestigieux comme Pierre. Donc vraiment, votre soutien, il est important. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle dose d'inspiration. À très bientôt. Salut Pierre.